je me présente, Philippe Simon, d'Exinova Avocat. Je m'excuse du caractère un peu tardif de mon arrivée, mais justement, j'étais en train de finaliser une assignation en référé dans le cadre précisément de l'utilisation des réseaux sociaux et de publication sur Facebook, pour ne pas les nommer, de propos qui sont complètement dénigrants, où on parle également de parasitisme économique, donc de diffamation, etc., etc. Donc je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais c'est effectivement une présentation que je vais tâcher d'être assez pragmatique, en 10 minutes, 15 minutes, je crois, certes, parce que tu m'as dit. Pour vous donner un peu les grandes lignes, un peu les tenants aboutissants, la résonance un peu juridique de tout ça, de ce que l'on peut voir, les dangers, risques d'utilisation sur des réseaux sociaux. Les juristes, les avocats, on aime bien travailler, on a toujours un plan. Hein. Donc ce que je vous propose, alors, tu m'as dit à droite, c'est ça. C'est un plan en trois blocs, entre guillemets, sur les risques d'utilisation des réseaux sociaux, la protection des données personnelles, les acteurs de la protection des données personnelles et un peu qui sont les acteurs, entre guillemets, de régulation de ces fameux réseaux. Alors, le premier point sur les risques d'utilisation des réseaux sociaux. Alors, depuis, je vais enfoncer des portes ouvertes. Depuis 10-15 ans, naturellement, tout ce qui est Internet, ça a connu un essor absolument exponentiel, un grand espace de liberté, de communication, et aussi un peu d'anonymat, c'est-à-dire qu'on peut écrire, on peut dire, on peut communiquer tout ce que l'on veut, dans n'importe quelle condition, avec un peu en se disant, de toute façon, ça restera anonyme, donc je peux dire, je peux un peu tout faire sur ces réseaux. Également, il y avait une présentation il y a quelques temps par Jean-Philippe sur tout ce qui était aspect cloud. Rapidement, c'est aussi un élément du débat. En fait, qu'est-ce que l'on met sur le fameux cloud en termes de données personnelles. Et puis, il y a eu pas mal d'actualités aussi dernièrement avec l'affaire Snowden, avec les piratages en fait par la NSA. Et puis, tout dernièrement, cette semaine, le piratage des bases de données de France Télécom Orange. Alors, la partie sur les risques, pour aborder le problème, on est dans des problématiques lorsque vous voulez télécharger sur Internet soit de la musique, des films ou autres, on peut être très rapidement dans des problématiques de contrefaçon de marque, d'image, ou de piratage de droits d'auteur. Il y a aussi la problématique que l'on peut trouver sur l'usurpation de votre identité. Je ne vais pas vous brosser un tableau trop noir, mais simplement l'idée c'était un peu d'apporter, de vous donner un éclairage un peu sur les risques, et notamment pour la partie professionnelle. Mais bon, il faut le savoir, et puis après c'est aussi du bon sens, de ne pas faire tout et n'importe quoi comme on peut le faire dans la vie de tous les jours. On est également confronté quelquefois à des problématiques d'usurpation d'identité. À ce moment-là, c'est la pratique du phishing, dont vous devez avoir connaissance. Où là, on récupère entre guillemets vos données personnelles, date de naissance, informations sur les données bancaires, etc. Et puis naturellement qui peuvent ensuite être réutilisés par des tiers qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Alors, on vient de parler, respect de la vie privée, régime juridique. Alors, sans vouloir vous assommer sur les références en termes de textes applicables, alors on part pour ce qui concerne le respect de la vie privée, c'est entre autres les articles 9 du Code civil, qui dispose que chaque individu, chaque personne a droit au respect de sa vie privée, et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui proclame le droit de toute personne au respect de sa vie privée, familiale, son domicile, sa correspondance. Alors, il y a également ce point que je voulais aborder quelques instants, s'agissant même si ça a été peut-être un peu évoqué, les messages que l'on peut retrouver publiés sur Facebook, et notamment certains employeurs qui ont pu utiliser
soit des commentaires ou autres sur Facebook, et ensuite ça a été le fondement d'un licenciement à partir des informations qui avaient été récupérées dans le cadre de ce qu'on appelle les arrêts Facebook. Alors il y a eu un frein qui a été un peu apporté pour utiliser précisément, enfin pour éviter et limiter l'utilisation des informations qui sont publiées sur Facebook, et notamment des injures qui peuvent être portées par un salarié à l'encontre de son employeur. Alors est-ce que je suis bon donc en fait, un employeur ne pourra utiliser les informations qui sont publiées sur Facebook uniquement que s'il peut apporter la preuve que les paramètres du compte de l'employé sortent du cadre de la correspondance privée et que ces propos sont fautifs. Là. La loi est complexe. Pardon? La loi est complexe. Oui, ça, avec les effets d'entraînement d'Internet aussi, c'est pas évident. Alors, on va arriver sur les droits à l'accès. Alors que je vais retrouver dans la présentation. On est à la fin. Alors, en ce qui concerne les droits consacrés par la loi relative aux fichiers, c'est la loi du 6 janvier 1978 qui réglemente la pratique du fichage manuel et de l'informatique, et qui reconnaît donc un certain nombre de droits aux particuliers, que sont le droit d'information. C'est généralement, vous voyez, les petites mentions qui sont dès lors que vous remplissez un fichier qui peut faire l'objet d'un traitement informatique. Donc vous avez un droit d'accès, de rectification et un droit d'opposition. Alors donc ce droit d'information est à la base de tous les autres droits, et donc elle reconnaît à une personne, si vous interrogez la CNIL, de savoir quelles sont les informations dont la CNIL dispose. Et donc vous avez également un droit de rectification. Et puis il y avait une rubrique que j'ai appelé le droit à l'oubli. C'est qu'effectivement, à partir du moment où vous avez laissé une trace sur Internet, on vous reconnaît le droit d'accéder à ces données et puis naturellement de pouvoir les effacer. En ce qui concerne le troisième point, je vais peut-être aller un peu vite, mais bon, on pourra y revenir. C'est sur les acteurs qui tentent de réguler effectivement tout ce qui est réseaux sociaux et informations qui transitent ou qui figurent sur Internet. Tout le monde, je pense, a entendu parler de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, donc qui est en charge, qui est une autorité administrative indépendante, qui est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen, ne porte pas atteinte ni à l'identité, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Donc c'est un acteur de ces réseaux qui cherche à réguler les différents échanges qui peuvent y figurer. L'autre organisme, c'est l'Association des sites internet communautaires, qu'on appelle l'ASIC, qui a été créée en 2007 et qui est la première organisation française qui regroupe tous les acteurs du web et qui vise donc à promouvoir le nouvel Internet. Enfin, c'est des propos relativement généraux parce que c'est un domaine qui est extrêmement complexe. Alors, le but de toutes ces différentes commissions, associations, c'est un peu d'harmoniser un peu les différentes législations, parce que vous devez bien vous douter que dans tous les différents pays du monde, et en Europe, il y a à chaque fois un droit différent qui peut s'appliquer suivant les pays et suivant les législations, et donc il y a un peu, comme souvent c'est le cas,
une volonté d'harmoniser les différentes législations au niveau européen. Pour, entre guillemets, je suis à peu près dans les temps, Serge, pour finir, illustrer un peu le propos, donc j'engageais mon propos en vous indiquant effectivement que de plus en plus, il y a devant les tribunaux des contentieux qui interviennent entre particuliers ou entreprises. Il y avait une présentation tout à l'heure qui était intéressante, c'était monsieur, sur le service de commande de la FNAC, où on peut trouver des propos qui sont absolument injurieux. Donc comment faire cesser ce qu'on appelle juridiquement le trouble, hein, ou des informations qui sont mensongères ou diffamantes, ben, c'est un peu la difficulté. Parce que si vous saisissez une juridiction, même dans une procédure d'urgence, entre guillemets, qu'on appelle une procédure de référé, il y a encore une procédure plus accélérée, du référé heure à heure, mais c'est extrêmement difficile d'interdire ou de faire interdire des messages qui sont instantanés. Après, il faut remonter à la source, retrouver les personnes, etc., quoi. Mais le mal est déjà fait en termes d'usage. Donc c'est quand même très difficile. Alors ça peut toucher les entreprises, comme ça peut toucher aussi les particuliers. On va vous diffamer à titre personnel. Alors mettons Monsieur Humbert sur ses activités agrilogues, tel ou tel, et avec toujours de la part de l'auteur en fait des propos un sentiment d'impunité. On ne me retrouvera pas, c'est anonyme, de toute façon je ne suis pas en France, alors après quelle est la juridiction compétente à saisir pour remonter à la source? Donc tout ça n'est quand même pas très simple. D'où le point précédent, un peu sur cette volonté d'harmoniser un peu les différentes législations. Deux petits points supplémentaires sur les SMS ou les textos, comme on veut. Là aussi, c'est un peu pour illustrer le propos, ce qui peut être apporté en termes de preuves. Alors, j'ai essayé de voir dernièrement, il y a eu une actualité dernièrement. C'était un arrêt de la Cour de cassation assez récent, de janvier 2013. Alors il y a toujours la problématique en fait de la preuve qui peut être rapportée en utilisant un SMS. Et la Cour de cassation a reconnu une présomption de preuve à caractère professionnel. Avec une problématique qui est sous-jacente, c'est en fait des téléphones portables qui sont entre guillemets confiés, ce sont des téléphones mobiles ou des abonnements professionnels qui sont utilisés donc par les salariés ou les employés de la société. Et ensuite, est-ce que la société et l'employeur peut utiliser précisément des SMS qui sont contenus donc dans les terminaux de téléphonie mobile pour en fait, les utiliser. Avec une petite parenthèse également, on peut trouver des problématiques de géolocalisation aussi qui peuvent être utilisées sur les téléphones portables ou sur le net, donc, qui a priori nécessitent l'autorisation des personnes concernées, soit des salariés ou des flottes, etc. Alors pour revenir sur le point des SMS, donc effectivement, la jurisprudence évolue un peu. Mais bon, ça peut toujours être contesté s'agissant de l'origine et du caractère pertinent, parce que bon, naturellement, ça peut se fabriquer un SMS, hein, tout comme un messager Internet. Et là aussi, on retrouve un peu notre point de départ, à savoir que bon, on peut très bien aussi usurper votre identité, votre alias, pour se faire passer pour tel ou tel, et à ce moment-là, pour un peu brouiller les pistes. L'autre petit point, parce que j'avais commencé à rédiger la présentation en fin d'année, il y a eu la loi de programmation militaire. Je ne sais pas si vous avez suivi ça courant du mois de décembre, qui avait fait un peu de remous, entre guillemets, dans le sens où les pouvoirs d'accès et de contrôle donc, des autorités militaires de sécurité nationale, tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale, accorde désormais des pouvoirs assez étendus sur le fait de pouvoir capter, entre guillemets, et récupérer des données et autres
avec, naturellement, ce qui est quand même le principe en droit français, c'est le contrôle du juge administratif ou du juge judiciaire, tout comme pour les échos. Voilà. Voilà. En conclusion, pour essayer de... Enfin, on a toujours l'impression, nous les juristes avocats, qu'on a toujours une approche assez sombre des choses. Bon, enfin, c'est toujours assez pragmatique parce qu'effectivement, c'est toujours dans un souci un peu de protéger la vie privée ou des secrets commerciaux des entreprises. Donc, il faut rester effectivement vigilant, mais je dirais qu'on... Oui. Oui, excusez-moi, moi j'ai juste une question par rapport aux données personnelles. Donc il y a les données personnelles qui sont des données explicites, mais il y a aussi mes données personnelles qui sont pas visibles, qui ne sont pas déclarées, qui sont mes traces en fait. C'est-à-dire je suis allé sur tel site web, je suis allé sur tel site web, j'ai fait telle chose. Tout ça c'est capté par aujourd'hui tous les réseaux, que ce soit Google et autres. Et ensuite c'est revendu à des tiers qui vont en profiter pour faire de la pub contextualisée. Alors je sais qu'il me semble qu'au niveau européen, il y a une bagarre en ce moment entre les gros Google, Amazon, etc. Parce qu'aux États-Unis, tout le monde accepte ça très librement. Et apparemment, j'avais cru comprendre qu'en Europe, ces données personnelles, entre guillemets, non explicites, enfin, je sais pas quoi, enfin, ces données de connexion, on va dire de façon générale, que justement, le droit européen semblait un peu plus réticent à ce que ce soit exploité, réexploité, etc. Est-ce que vous faites une différence entre les données personnelles et les données que j'appelle de connexion, c'est-à-dire mes traces de navigation? Ouais, c'est un vaste débat. Alors, en termes d'approche, effectivement, culturellement parlant, bon, les pays anglo-saxons ont toujours une approche qui est effectivement beaucoup plus commerciale des choses, et effectivement, il y a un peu une approche en fait de faire un peu du business sur tout et n'importe quoi. En droit européen et en droit français, mais ce sont des propos très généraux, on a plus le souci effectivement de protéger au maximum les données personnelles. À votre connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de cas où quelqu'un aurait attaqué un de ces groupements en disant écoutez, vous allez utiliser mes données personnelles à d'autres fins que... Parce que moi, le principe de la CNIL, c'est de dire je suis censé donner mon autorisation pour qu'il y ait l'exploitation de mes données. Là, a priori, je ne donne aucune autorisation et je me balade et les gens réutilisent ces données. Il n'y a jamais eu d'attaque là-dessus. Enfin, moi, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les jurisprudences qu'il y a pu y avoir, mais effectivement, je pense qu'il doit y avoir des cas qui doivent être pendants devant des juridictions. Et effectivement, le point d'entrée, ça va être la CNIL et puis une action contre le... Parce qu'il me semblait qu'au niveau européen, justement, il y avait une discussion en cours au niveau légal pour savoir s'il y a des gros lobbies, effectivement, de ces acteurs, parce que pour eux, c'est leur plus la poule aux œufs d'or. Enfin, en tout cas, on la complique. Oui, parce qu'en fait, ça permet effectivement de recueillir des données marketing sur et ensuite faire du ciblage marketing sur tel ou tel. Oui, absolument. Il y a plusieurs choses qui se confrontent, si je peux me permettre. En fait, il y a le numéro 1 mondial de l'acquisition de cookies, c'est ce dont on parle. C'est Criteo. Et Criteo, il est en train de connaître des débats assez sulfureux, surtout en Europe, parce qu'on a l'habitude d'être plus réactif qu'aux US. Par exemple, vous n'avez pas souligné, mais il y a la question de l'opt-in, opt-out. Par exemple, quand on a une association et on a besoin d'organes, aux États-Unis c'est facile, il suffit de mettre une case je n'accepte pas de donner des organes, et si je coche, je n'accepte pas, mais si eux ils précochent ou ils cochent pas, et on se retrouve comme donneur d'organes de facto. Ce qui peut être fait aux États-Unis de cette manière ne peut pas être fait en France, parce qu'on a la loi qui est optime, qui oblige à une validation préalable. Mais pas sur les données de connexion. Mais les données de connexion, etc., il y a un autre souci, c'est que lors des débats au niveau européen, il y a un problème d'une étude qui est sortie et qui dit que 77% des gens considèrent qu'une publicité bien ciblée n'est plus une publicité mais un service. Voilà. Et donc ça n'a pas facilité les débats. D'accord. Donc juste un dernier mot, effectivement, vous voyez que c'est loin même pour les juristes, les avocats, c'est un domaine intellectuellement et en termes de sources de réflexion juridique c'est quand même très riche, effectivement.
Et donc, à nouveau, ça rejoint un peu votre point. On essaie un peu d'harmoniser les législations, parce que, bon, à nouveau, en fonction du lieu où véritablement d'où émane le message, pour identifier l'auteur, quelle va être la juridiction applicable, le droit applicable, etc. Donc, c'est là aussi une exponentielle et un domaine assez récent en matière juridique. Et la nouvelle réglementation sur ce droit forcé de l'armée, des organes, on va dire, d'information, elle est passée, non? Elle est pas passée. Oui, c'est bien avancé en termes de... Enfin, ce qui a surtout choqué, mais ça n'a pas fait beaucoup de... comme souvent, de toute façon, un événement et une information chasse l'autre, hein, comme toujours. Et le gros point, mais ça a été relativement occulté, c'est qu'en fait, il n'y a plus de contrôle, quoi. Et comme ça a été le débat pendant très longtemps sur les écoutes, les écoutes téléphoniques, là, en fait, maintenant, c'est transposé, c'est un autre mode de communication et qui se fait quasiment sans contrôle, soit d'un juge judiciaire ou d'un juge administratif. Voilà. C'était dans les temps.